Docteur David l'a déjà signalé, je vais aborder la partie thérapeutique nutritionnelle pour l'enfant infecté, surtout dans des contextes qui ne sont pas très faciles, comme il y a des gens qui l'ont déjà souligné ici, dans un contexte surtout d'insécurité alimentaire au niveau des ménages issus de ces enfants infectés. Et ici, je vais passer un peu à revue sur les besoins énergétiques. Docteur David l'a déjà signalé. Ici, je vais parler un peu de la contribution de ces très macronutriments rapport énergétique. Je vais parler des besoins énergétiques de l'enfant infecté par le VIH. Je vais encore une fois revenir sur la spécificité des indicateurs de la malnutrition chez l'enfant infecté, même si ça est déjà abordé par David. Et après, alors, je vais parler de la thérapie nutritionnelle par rapport à la malnutrition modérée et malnutrition sévère. Je vais finir par une petite conclusion. Alors, ça est déjà dit, donc pour les besoins énergétiques, c'est un peu à résumé de ce qu'on a déjà vu avec David. C'est-à-dire de 0 à 6 mois, on a des besoins qui varient de 120 à 150 kilocalories par kilo. Et 6 à 1 mois, à une année plutôt, c'est 110 kilocalories. D'une année à 3 ans, c'est 90 kilocalories par kilo. À partir de 5 ans, c'est 1500 à 1800 kilocalories par jour. Et à 10 ans, c'est de 1800 à 2000 kilocalories par jour. C'est à partir de la puberté de 16 à 18 ans, chez l'adolescent, qu'on peut distinguer les besoins chez la fille et chez le garçon. Chez le garçon, c'est 2800 et chez la fille, c'est 2200 kilocalories par jour. Alors, ces calories, on a vu l'importance de ces calories, surtout chez l'enfant infecté. Mais si on dit le nombre d'autres kilocalories en gros, il faut qu'on soit sûr d'un certain équilibre des aliments qui vont apporter ces calories. C'est pourquoi, en principe, pour que ça soit bien équilibré, il faut que 10 à 15% de ces calories proviennent des protéines et 30 à 35% proviennent des lipides et 50 à 55% proviennent des glucides. Je vous ai parlé d'un contexte assez difficile. Dans nos ménages, des fois, on peut avoir ces calories, mais l'équilibre, cette répartition peut ne pas être là. Surtout, des fois, on a beaucoup plus de calories qui proviennent que des glucides, parce que des fois, dans certains endroits, on a un manque criant de protéines, et aussi dans certains endroits, on a un manque criant de lipides et qui sont très énergétiques. Alors, si on dit 10%, 15% ou 50 grammes de protéines va vous apporter 4 kilocalories, 1 gramme de lipides, c'est 9 kilocalories, 1 gramme de glucides, c'est 4 kilocalories. On va voir quand on va proposer certaines recettes, les lipides sont très importants pour un peu augmenter la densité énergétique dans un petit volume. Alors, là aussi, il y a ces protéines et les besoins par jour, on les a mis là en bas, c'est de 1 à 2 grammes par kilo de protéines par jour, de 12 à 25 grammes de glucides par kilo et par jour, et 360 mg par jour de kilo de lipides. Alors, c'est un sujet qu'on a déjà abordé tout à l'heure. On sait qu'effectivement, pour l'enfant infecté, ses besoins vont être augmentés de 10%, surtout en phase asymptomatique, 20 à 30% pour les enfants déjà qui commencent à montrer certains signes, ne fût-ce que la perte de poids. Et surtout quand c'est une perte de poids, surtout ici chez l'enfant, et quand on a une perte de poids, on l'a vu avec David, on a besoin de beaucoup d'énergie pour un peu essayer de rattraper cette perte-là. C'est pourquoi les besoins en énergie vont varier de 5 à 100% en termes de suppléments. Alors, ces enfants-là, évidemment, sont à risque de malnutrition, on l'a vu. Une des recommandations qu'on devrait faire, je vais encore le répéter, même si David l'a déjà dit, la meilleure façon de prendre en charge cette malnutrition-là, ça serait de la prendre en charge
un peu plus tôt, c'est-à-dire qu'au stade modéré. Et ce stade modéré ne peut être détecté, surtout vous qui êtes des cliniciens, on ne peut pas la détecter par la clinique. C'est beaucoup plus par un suivi, par la prise des mesures anthropométriques. Parce qu'un enfant qui a, même s'il est infecté au stade de malnutrition modérée, on ne peut pas le voir comme ça. Donc, c'est pourquoi il faut donc une détection précoce et la prendre en charge au stade modéré. C'est vrai que je vais parler de la thérapie par rapport à la malnutrition modérée et malnutrition sévère, mais je voudrais insister beaucoup plus sur la malnutrition modérée parce que, comme on va le voir, elle est mieux facile à prendre en charge par rapport à la sévère, même si on a des moyens limités. Alors, ici, avant de parler de cette malnutrition, je vais revenir encore sur la spécificité de certains indicateurs de la malnutrition en utilisant toujours les mesures anthropométriques. Je vous ai dit que les mesures anthropométriques, généralement, ils sont faciles à faire et peuvent détecter aussi la malnutrition au stade modéré, mais ils sont spécifiques. On l'a déjà signalé, le rapport poids-taille, il est beaucoup plus spécifique à la malnutrition aiguë, c'est-à-dire la malnutrition d'apparition récente. Mais la plupart de ces enfants-là infectés, on l'a vu avec David, ils souffrent d'un retard de croissance, c'est-à-dire d'une malnutrition chronique. Des fois, s'ils ont même une petite taille, comme ils auraient une petite taille, s'ils ont même un problème de diminution de poids, s'ils ont fait par exemple une malnutrition aiguë et que le poids diminue, le poids reste toujours harmonieux avec sa petite taille. Et le rapport poids-taille risque d'être normal. Alors c'est pourquoi c'est un indicateur qui n'est pas trop sensible pour les enfants VIH positifs. Le rapport poids-âge, par contre, il est spécifique de deux types de malnutrition, malnutrition aiguë et chronique, c'est-à-dire qu'il peut cumuler les deux. Il peut être intéressant effectivement parce qu'il peut détecter une malnutrition aiguë qui est, je dirais, superposée à la malnutrition chronique, comme ça a déjà été signalé. Donc, et par contre, le rapport taille-âge, l'indicateur taille-âge, c'est un indicateur spécifique d'une malnutrition chronique peut être bien indiqué pour ces enfants-là VIH positifs qui généralement souffrent d'un retard de croissance et qui est une expression d'une malnutrition chronique. Alors, ici, là, pour la prise en charge, comme on l'a déjà vu, la malnutrition modérée, c'est généralement taille, âge, qui serait entre -2 écart type -3, ou bien il y a des tables qui utilisent le pourcentage de la médiane de référence, c'est entre 70 et 80%. Et là, on peut, je crois que ça a déjà discuté aussi, on peut évaluer si, avant même de faire la thérapie nutritionnelle par rapport à la prise en charge de la malnutrition modérée, s'il ne faudrait pas évaluer pour voir s'il faut mettre les enfants sous ARV. Par expérience, on a vu que les enfants qui sont sous supplémentation nutritionnelle au stade modéré, qui ne sont pas encore sous ARV, ils récupèrent difficilement par rapport à ceux qui sont sous ARV. Alors, ce qu'on peut faire alors, il y a quelqu'un qui avait signalé le problème de disponibilité de ce qu'on peut donner. On peut essayer de voir avec une combinaison, donc utiliser des farines. Il y a des farines qu'on peut utiliser, qui est généralement utilisé même dans les centres de supplémentation nutritionnelle pour tout enfant mal nourri au stade modéré. On peut les utiliser aussi pour ces enfants, mais en essayant de les rendre hyper énergétiques et les enrichir aussi, toujours avec des produits qu'on peut trouver sur place. Par exemple, on peut prendre généralement une farine faite d'une céréale, de plusieurs céréales, plus une légumineuse. Et ça, c'est beaucoup plus pour améliorer, comme on a dit que nous sommes dans des situations généralement d'insécurité alimentaire, pour améliorer la qualité biologique de la protéine, parce que c'est prouvé maintenant, quand vous prenez une protéine qui vient d'une légumineuse, vous l'associez avec une protéine qui vient d'une céréale, il y a une certaine de complémentarité. Vous savez qu'il y a certains facteurs limitants en termes de composition en acides aminés. Quand vous les mettez ensemble, il y a une sorte de complémentarité et vous obtenez généralement une protéine de qualité biologique qu'on peut comparer à la protéine animale, comme la protéine de l'œuf qui est une protéine généralement de référence. Donc, si on prend ce principe d'associer
une céréale ou plusieurs céréales avec une légumineuse qui est généralement, là où c'est possible, on peut prendre généralement du soja parce qu'en plus de sa teneur en protéines qui est assez important, il contient aussi une bonne source de lipides parce que vous savez qu'avec le soja, on peut fabriquer même du lait ou de l'huile. Évidemment, on peut aussi ajouter de l'huile pour augmenter la quantité énergétique de la bouillie, surtout quand ce sont des enfants qui ne peuvent pas prendre beaucoup de quantité au même moment. Si par exemple, j'ai donné l'exemple d'une mesure de 120 grammes de farine que vous mettez dans 2 mesures d'eau avec 30 grammes d'huile, la barrière énergétique généralement va osciller entre 100 et 150 kcal pour 100 ml d'eau bouillie. Alors, ici, j'ai donné quelques exemples, effectivement, de différentes associations et proportions de certains ingrédients qu'on peut utiliser pour la fabrication de cette bouillie, de cette farine pour la fabrication de la bouillie. On peut prendre, par exemple, 3 unités de farine de maïs, par exemple, plus une unité de soja. Ou bien 2 unités de farine de maïs, une unité de farine de sorgho, une unité de farine de soja. Un exemple en termes d'unité, parce que quand vous allez dire à la maman de prendre, de mesurer des grammes, des fois c'est difficile, vous prenez une unité quelconque. Par exemple, si vous avez une unité, il y a des petits gobelets, par exemple, qui font à peu près 250 grammes. Quand vous prenez, par exemple, 3 unités, c'est-à-dire il va prendre 3 gobelets qui va faire 750 grammes, plus un gobelet de soja, là pour fabriquer, par exemple, 1 kilo de farine. Ou bien quand vous avez pris 2 unités de maïs, ça sera donc 2 gobelets de 500 de maïs plus un gobelet de sorgho plus un gobelet de soja. Le tout va faire 1 kilo. Alors, c'était bouilli aussi, je l'ai dit surtout pour... On a vu que pour les enfants infectés, il faut vraiment que ce soit une quantité plus ou moins augmentée en termes d'énergie, en termes d'apport, en d'autres macronutriments. On peut l'enrichir soit avec du jaune d'œuf, du lait en poudre, de la farine de poisson. Et là, alors, pour la prescription de ce régime, on va beaucoup plus prendre un cas typique. Ici, par exemple, j'ai pris un enfant de 5 ans qui pèse 13 kilos, alors que son poids médian, c'est-à-dire le poids de référence en enfant de 5 ans, ça devait être 18 kg et demi. Alors, s'il pèse 13 kilos, c'est un problème. Là, il y a des tables qu'on peut utiliser. Hier, docteur Davis vous a montré le logiciel Anthropo. Vous mettez ça, vous pouvez déjà voir où il est. S'il est en malnutrition modérée ou en malnutrition sévère. Il y a même des tables de l'OMS maintenant sur lesquelles on peut directement voir son état. Ici, par exemple, c'est un enfant qui a un déficit exactement de 5,5 kg. Si vous regardez sur la courbe, il est en malnutrition modérée. Alors, pour le prendre en charge, vous allez partir de ça, c'est-à-dire 5,5 kg de déficit correspond à combien en termes de calories qu'il faudrait donc avoir en plus des calories qu'il devait avoir donc à 5 ans. À 5, il devait avoir 1800 kilocalories. S'il a un déficit, c'est-à-dire c'est 5,5 fois 900 kilocalories des besoins par kilo des enfants de 5 ans, ça vous fait 485 kilocalories en plus. Alors, c'est avec ces 495 kilocalories qu'il faudra voir comment les obtenir en termes de prescription. Docteur David l'a dit, c'est vous qui allez prescrire ce régime-là. La tendance avant, c'était que on voyait un enfant malnourri, on l'envoie directement chez l'assistante sociale, parce que nous avons quand même dans nos structures un problème de nutritionniste, il n'y en a pas. Donc on est obligé de travailler soit avec les assistantes sociales. Chez nous, il y a les médiateurs de santé qu'on utilise, mais des fois, ils ont des problèmes pour réguler cette quantité-là. Alors c'est vous-même qui allez essayer de prescrire ça et discuter à la maman, essayer avec des mesures en termes de disponibilité. Vous allez utiliser les ustensiles, je dirais, locales. Vous savez à quoi ça correspond, mais vous allez réduire ça. Par exemple, j'ai essayé de calculer, c'est-à-dire ces 495 kilocalories de plus, on peut les dépasser.
il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas être en dessous. On a vu que, par exemple, si vous proposez 2 repas d'eau bouillie, donc un gobelet à peu près 250 millilitres, en matin, en soir, c'est à peu près déjà dans les 500 kilocalories par jour. Alors, un verre d'eau lait, par exemple, un verre d'eau lait que vous pouvez donner soit à 10 heures ou bien à 16 heures. Et là, le verre d'eau lait, pour que ça ait une composition correcte, c'est-à-dire vous prenez par exemple, si c'est du lait en poudre, vous prenez un verre d'eau lait en poudre, vous mettez dans 1 litre d'eau, généralement vous avez la composition proche de la composition du lait de vache par exemple. Et ce lait-là, généralement, 100 ml d'eau, à peu près 67 à 70 kilocalories. Alors, pour avoir 100 kilocalories, vous allez donner par exemple 150 ml de ce lait. Donc, si vous donnez un verre d'eau entre 150 et 200 ml, c'est autour de 100 kilocalories. Vous aurez déjà dans à peu près 500 et quelques. Et puis, vous allez donner donc un bol d'un compote de fruits. Là, le fruit, c'est vrai que ça va augmenter en termes de calories, ça va avoir un petit plus. Mais ici, on vise beaucoup plus l'apport en termes d'éléments minéraux, vitamines. Et alors, ça sera un complément au repas familial. C'est-à-dire qu'on aura au moins 2 repas. Donc, un repas familial à midi, un repas familial le soir. Bon, ici, alors, ça a été déjà aussi signalé. Il faut, avant de prescrire ce traitement-là, même si c'est pour la malnutrition modérée, il faudra vous assurer s'il n'y aurait pas un problème d'infection qui est concomitant. Et commencer par traiter cette infection-là, avant même, je dirais, avant d'espérer la reprise du poids pour cet enfant-là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment traiter l'infection. Et en ce moment, qu'on va beaucoup plus espérer donc la reprise pondérale pour essayer de rattraper donc le retard de croissance. Alors, ici, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait vraiment essayer de prendre en charge beaucoup plus le stade modéré. Quand c'est le stade sévère, c'est un peu compliqué. Surtout qu'avec le stade sévère, on peut même ne pas connaître que l'enfant est en train de faire l'infection parce que les signes d'infection, généralement, comme la fièvre, peut être absente à cause de la dépression même immunitaire de l'enfant. Alors, ici, je vais aborder l'autre partie, c'est la prise en charge de la malnutrition, cette fois-ci sévère. Je vous ai dit que la malnutrition sévère, pour la traiter, ce n'est pas aussi facile. Ça demande beaucoup plus de produits de la nutrition qui généralement ne sont pas aussi disponibles ici chez nous. Généralement des produits importés. C'est généralement le Plant Nut ou bien le lait thérapeutique F115 ou F100. Alors, ces produits-là, ils sont déjà chers. Donc, je reviens encore à ce que j'avais dit. L'important serait vraiment de traiter la malnutrition au stade modéré pour prévenir la malnutrition sévère. Alors, pour ce qui est de la prise en charge nutritionnelle, de la malnutrition donc sévère, on va distinguer une malnutrition sévère sans complications médicales et une malnutrition sévère avec complications médicales. Alors, sans complications médicales, généralement, on peut utiliser ce qu'on appelle les aliments thérapeutiques prêts à l'emploi, ATP ou le RUT, Ready to Use Therapeutic Food. Donc, ces aliments-là, on peut les utiliser quand il n'y a pas de signes de problèmes médicaux. Mais pour ça aussi, même si les signes ne sont pas apparents, on va faire un test qu'on appelle le test d'appétit avant de prescrire, comment dirais-je, ces aliments-là thérapeutiques prêts à l'emploi comme le Plant Nut. Alors, le Plant Nut, c'est une pâte effectivement qui est à base d'arachide. Vous avez des sachets de 92 grammes qui correspondent à 500 kilocalories. On a vu que sa valeur donc, énergétique est proche du lait F100. Alors, quand vous donnez ça, si le test d'appétit est positif, vous allez donner ça. On va vous montrer un peu comment on fait ce test-là. Mais là, ce sont des aliments qui donnent soif. Il faut penser aussi à faire boire à l'enfant, évidemment, de l'eau potable.
Alors, ce test d'appétit, on le fait, c'est un enfant qui a moins de 4 kilos, il faut qu'il arrive à consommer entre un huitième de sachet en quart. Si un enfant entre 4 et 6 kg, 900, il faut qu'il puisse consommer un quart entier de sachet. Ainsi de suite, si c'est plus de, par exemple, 30 kg, il faut qu'il consomme un sachet donc, et plus. S'il consomme moins, c'est que le test est négatif. Là, on ne peut pas le mettre sous plan petit, il faut le mettre sous le lait F75, le lait F100. Alors, peut-être ce que je n'ai pas dit, cette prise en charge se fait d'une façon ambulatoire. Avec le plan PNUD, on donne, donc c'est d'une façon ambulatoire. Par contre, une malnutrition sévère, c'est pourquoi je vous ai dit que c'est assez compliqué. Une malnutrition sévère se fait en stade, donc en hospitalisation, et comprend en fait donc, deux stades, le stade de stabilisation et le stade de transition. C'est-à-dire qu'en stade de stabilisation, évidemment, c'est toujours, comment dirais-je, en hospitalisation, et vous allez donner du lait thérapeutique F75, c'est un lait dilué en fait, et vous donnez, c'est-à-dire pour 100 ml de ce lait-là, donne 75 kilocalories. Et là, vous allez donner à 8 repas par jour. Quand on dit par jour, c'est 24 heures. Si c'est 8 repas par jour, c'est-à-dire c'est un repas toutes les 3 heures. Et même pendant la nuit. Donc, il faut que ça soit bien surveillé. Alors, les F65, son intérêt, c'est qu'il a une faiblesse. La teneur en protéines est faible pour minimiser évidemment le risque dû au fonctionnement hépatique. Il a une teneur en faible aussi en lipides pour parer au dysfonctionnement pancréatique. Et aussi, on a une faible teneur en sodium pour éviter les risques d'insuffisance cardiaque. Alors, en phase, je vous dis, après vous avoir stabilisé, la stabilisation peut prendre à peu près d'une journée à 3 jours. Quand c'est stabilisé, alors vous passez en phase de transition, et là, vous allez donner du lait F100. Le lait F100, c'est un lait pour lequel 100 ml donne 100 kilocalories. Et vous allez donner ce lait-là en 5 ou 6 repas. Évidemment, si c'est en 6 repas, ça va être un repas toutes les 4 heures. Alors, l'intérêt aussi pour... donc, quand vous avez donné ce lait F100 en phase de transition, vous allez, après quelques jours, refaire le test d'appétit. Si maintenant, à ce stade-là, le test d'appétit devient positif, l'enfant peut être mis sur le plan PNUD, comme ça, pour diminuer la consommation du lait F100. Parce que, comme je l'ai dit, le lait F100, c'est un produit qui coûte quand même assez cher, qui n'est pas toujours disponible. Alors, l'intérêt du lait F100, c'est que la concentration en protéines, les gens peuvent augmenter pour permettre un gain de poids. La concentration aussi en lipides, on peut augmenter pour favoriser la croissance pondérale. Et la concentration, cette fois en sodium, est normale. Et aussi, on a une faible osmolarité pour faciliter la digestibilité et la réduction de diarrhée. Alors, comment on va faire le suivi du point de gain? Parce que quand vous êtes en train de donner, il faut suivre le gain de poids. C'est-à-dire qu'en phase initiale, on devrait en principe voir un gain de poids qui est compris entre 5 et 7 grammes par kilo par jour. Mais il faudra aussi essayer de surveiller. Si vous avez un gain de poids de plus de 10, ça peut signifier une rétention de fluide. Et le patient peut-être, il peut le déshydrater, ce qui peut poser peut-être quelques problèmes. Donc, il faut être surtout en phase initiale. Alors, l'enfant doit être remis en phase 1 pendant 1 à 2 jours pour observation au cas où vous avez donc ces problèmes-là. Maintenant, en phase de croissance, en moyenne, il faudrait voir, pour être sûr
que l'enfant est en train de gagner, il faudrait voir qu'on a au moins 10 grammes par kilo et par jour. Ici, alors, c'est un modèle qu'on peut utiliser. C'est juste un petit tableau qu'on peut utiliser pour voir comment on peut fabriquer du lait thérapeutique. Je vous ai dit que le lait thérapeutique F75, F100, c'est généralement des produits importés, fabriqués par une Nutricette, qui généralement, quand ils arrivent chez nous, ils sont un peu chers. C'est-à-dire qu'on peut essayer de fabriquer le lait thérapeutique à partir des produits qu'on peut trouver localement, qui seraient donc moins chers. Mais le problème, c'est vraiment ça au niveau de la faisabilité. Ça demande des manipulations. Et des fois, quand on n'a pas un personnel bien formé, vous savez qu'à la manipulation du lait aussi, il y a un risque aussi de contamination. Et pour les enfants, c'est vraiment mal nourri. Une petite diarrhée peut provoquer des catastrophes. Alors, c'est par exemple pour fabriquer un litre du lait thérapeutique, on peut utiliser par exemple 80 grammes de lait crémé, 60 grammes d'huile et 50 grammes de sucre. Évidemment, dans 810 ml d'eau, vous fabriquez un litre du lait thérapeutique à base des produits qu'on peut donc retrouver. Ici, on a essayé de voir en termes de quantité. Ici, c'est quand vous voulez faciliter la tâche des gens qui vont distribuer, ça veut en parler. Sinon, on sait que on peut déjà donner pour un litre. Si on a besoin de 2 litres, ça peut aller. OK. En conclusion, on peut dire que, je crois qu'on avait même commencé par là, il faut un suivi régulier de l'état nutritionnel par la prise des mesures anthropométriques de l'enfant infecté qui permet un dépistage précoce de la malnutrition au stade modéré. Et une bonne prise en charge de cette dernière peut prévenir la malnutrition sévère, je l'ai déjà dit, qui n'est pas aussi facile à prendre en charge de par son coût et de par son organisation. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Il est 10h28. Je vous propose donc 3 questions.